Donc, donc j'enregistre tout et je mets tout sur YouTube. Je mets un peu en forme, je mets sur YouTube. Sur YouTube, il faut savoir quand même qu'il y a 177 vidéos. Je vais vous montrer très rapidement. Vous voyez, c'est la chaîne Patrice Galacteros. Elle ne s'appelle pas OVNI Paris, je suis désolé. Elle s'appelle Patrice Galacteros, de mon nom. Vous voyez, 177 vidéos. On voit les deux dernières, j'en ai fait deux pour la venue de Jonathan. J'ai fait à la fois la conférence et puis là on voit la tête de Guy Quattenrock. Comment dire, ce sont les questions-réponses. Ça dépend si je fais une ou deux vidéos selon les cas. Voilà, je reviens. Donc, j'ai entrepris un tour de France des enquêteurs de terrain en ufologie. Parce que, bon, on a déjà fait venir un très grand nombre d'auteurs qui nous ont expliqué des quantités de choses sur l'ufologie dans tous les pays du monde, en France, pas mal d'hypothèses. Je pense que c'est important de revenir sur le terrain et aussi de faire un peu de la promotion de cette activité d'enquête. Parce que c'est vraiment, s'il n'y avait pas les enquêtes de terrain à la base, il n'y aurait pas le sujet ne serait pas connu. Et je pense qu'il continue, on est absolument sûr, on continue à avoir pas des témoignages, des observations régulièrement partout dans toute la France. Et donc, ça serait bien, ça serait vraiment formidable si un peu partout, il y a des gens qui travaillent, récoltent ces informations, ces témoignages et alimentent l'ufologie. Donc, on est passé déjà dans pas mal de coins dans la France. On a fait venir sur OVNI Paris par la magie de l'informatique, Didier Gomez, les gens de Montpellier, quelqu'un de l'Outre-mer, de la Réunion, Pays de la Loire, Brest, et il y en aura d'autres dans le futur. Et aujourd'hui, c'est l'Île-de-France avec le GUI, le groupement des ufologues indépendants. Alors, ces deux personnes, Anne Lesbéoc et Bruno Botta. Anne, je vais te demander de te présenter. C'est la première fois que tu passes au OVNI Paris. Oui, Peux-tu te présenter ton parcours, comment tu es venu à l'ufologie, voilà. voilà. Donc, moi, Ah, vas-y, c'est à toi. j'ai une formation de statisticienne, chargée d'études statistiques depuis quasiment toujours. J'ai une approche qui est un petit peu. J'ai toujours eu envie d'avoir une approche statistique de l'ufologie, mais en même temps une grosse envie de terrain. Et voilà, donc j'ai ce parcours un petit peu scientifique aussi quand même, hein, puisque moi j'aime beaucoup répertorier les choses et les examiner de près pour essayer de comparer, de trouver des corrélations, voilà, des convergences entre différents cas. Voilà, ça c'est un petit peu mon approche et surtout j'adore le terrain. J'ai rencontré Bruno dans les repas ufologiques de Paris. Donc, j'ai aussi un grand intérêt pour tout ce qui est science-fiction. Voilà, donc c'est comme ça que je suis un peu arrivée au repas ufologique. Et j'ai rencontré Bruno sur les repas ufologiques. Et ensuite, je suis revenue à Paris. Voilà, et on a découvert tous les deux qu'on avait envie d'aller sur le terrain pour être présent et recenser des cas et les étudier. Voilà. Donc, Super, merci. Merci voilà. beaucoup. Bruno, toi, tu es davantage connu à OVNI Paris parce qu'en fait, Oui, tu y participes depuis 2017. Tu oui, étais toujours dans les réunions en présentiel, comme on dit maintenant, c'est-à-dire à la Maison des Mines, dans le 5e arrondissement à Paris. C'est toi qui recevais les spectateurs, voilà, qui tenais vous la accueillez tout caisse, à fait. qui faisait voilà, de la communication. Mais enfin, tu peux aussi en deux mots, comment tu es venu à Ah bah, l'ufologie tu sais, moi l'ufologie, ça a commencé de très jeune, j'avais 9 ans. Je me suis toujours intéressé aux phénomènes mystérieux, les créatures étranges, la crypto, enfin tout ce qui est lié à tout ça. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis un peu plus penché sur l'ufologie, j'ai découvert OVNI Paris et les repas ufologiques. Et tu m'as donné la chance, Patrice, de faire partie d'OVNI Paris. Et moi, j'avais cette envie de faire des enquêtes, c'est ce qui me plaisait. Et j'ai dit pourquoi pas une association CAM. Et c'est comme ça qu'on a créé le groupe d'ufologues indépendants. On vous Super. racontera plus Oui, comment ça s'est passé tout à l'heure. oui, Alors, indépendant, je dirais, juste une remarque et ensuite, je vais vous passer la main pour la conférence oui. proprement dit. Je dirais qu'indépendant, c'est très bien parce que c'est vraiment pas utile de chercher forcément à fédérer toute l'ufologie française.
vu qu'on voit bien que voilà, on est des tribus gauloises, et les tribus gauloises, on n'arrive pas à les fédérer complètement. Et il y a toujours des problèmes, des bisbilles. Donc, c'est bien qu'on a un petit groupe qui fonctionne. Et ben, ça n'empêche pas de coopérer ensuite au coup par coup avec tous les gens qui sont sur le terrain. Pourquoi pas avec le MUFON, pourquoi pas avec le GEPAN, si possible. Il n'y a pas Oui, il y a pas de raison. Bon, ben voilà, on va suivre. Je vais vous passer la main pour la conférence. voilà. L'ordre du jour, il est simple, hein. C'est d'abord la conférence et Oui, ensuite les questions. Donc, vous pouvez, je dis ça pour tous ceux qui sont connectés, vous pouvez bien sûr utiliser la fonction discussion pour, par écrit, passer des questions que Bruno va relever, et puis, ou moi, et puis ensuite on pourra les reprendre tout à l'heure. Bon, ben, les 23 participants, merci, encore une fois, parce que merci à ça a vous. Merci à augmenté, tous. ça a nettement augmenté depuis tout à l'heure, ça a doublé. Bruno, excuse-moi, Anne et Bruno, Oui, par ordre alphabétique et par ordre classique. C'est à vous. c'est parti. Merci Patrice. Merci, Patrice. Voilà, donc on va lancer peut-être le diaporama. Oui, Oui, Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec nous tout le voilà. déroulement. On vous a alors prévu. le diaporama, il est passé, je ne sais pas où. Alors, non, non, mais Pendant que tu lances le Oui, diaporama, on va commencer à remercier beaucoup de gens parce qu'on oui, a il y a énormément de énormément monde, oui. de monde à remercier d'abord. il est Euh, là. En tout premier lieu, déjà, on va remercier les témoins parce que ce sont eux qui donnent toute la richesse à notre analyse, qui nous ont fait confiance et nous, on leur fait confiance aussi. Et ils sont très importants. Donc voilà, s'il y a des témoins qui nous écoutent et même pour Un grand remerciement aux témoins. voilà, pour ceux qui pourront aussi après se connecter Oui, en différé, un grand remerciement. Ensuite, bien sûr, il y a Rémi Fauchereau. oui, on remercie Rémi hein, qui nous a encouragés à démarrer et qui nous a conseillé sur nos orientés sur des bonnes enquêtes. Ah oui, surtout des très bonnes enquêtes Oui, et sur lesquelles on travaille encore d'ailleurs. Bien sûr, Gilles Thomas, qui nous a énormément aidé dès le démarrage à démarrer, à nous faire rencontrer des ufologues. Il nous a partagé son expérience et il nous a aussi beaucoup aidé oui. avec la chaîne ODH TV. Un grand merci à Gilles Thomas. C'est vrai que moi, il m'a ouvert des portes. J'ai pu me faire connaître grâce à ODH-TV. Et j'ai pu parler de mes enquêtes avec Anne. Ouais. Donc ça c'est très très Oui, important et on tient à le remercier. Évidemment Jean-Louis Lagneau, oui, puisque grâce à lui nous publions nos enquêtes sur LDLN. Alors c'est très important pour nous et on en reparlera après dans la méthodologie, mais le fait de publier un cas, c'est pas uniquement pour se faire remarquer, ou c'est vraiment pour partager ce cas avec la communauté ufologique et faire en sorte que la mémoire du cas soit oui. préservée. En fait, c'est extrêmement important parce que si on se contente de relever, d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens et qu'on ne le partage avec personne, un jour ou l'autre, ça va tomber dans les oubliettes de l'ufologie. Le plus important, c'est remonter l'information. Mmh. C'est ça. Voilà. Donc on le remercie beaucoup parce qu'il nous aide énormément. Éric Zurcher, bien Oui, sûr, notre ami Eric aussi. Zurcher, que je remercie, et qui m'a donné aussi la chance de faire connaître le cas de ma grand-mère. Ouais, Je vais en parler un dans petit la peu. Hein. dernière version de dans la Dans dernière la édition. réédition des apparitions d'humanoïdes, Exactement. donc Peut-être tu peux nous parler un tout petit peu du cas bien de ta sûr, grand-mère. le cas de ma grand-mère, ça s'est déroulé en juillet 1955, après la fameuse vague de 1954. Donc en fait, c'est une observation il était 23 heures. Ma grand-mère a observé un engin type soucoupe volante avec deux humanoïdes, avec des combinaisons argentées et chauves. Donc ça a duré, l'observation a été très très bref, hein, avec un décollement de l'objet très rapide. Ça a marqué vraiment ma grand-mère. Et Eric m'a donné la chance de pouvoir en parler dans son bouquin, dans la réédition. Ouais. Et il a fait un beau dessin Oui, oui. du cas de ta grand-mère. Voilà. Et dans les Oui, remerciements, il y a aussi Jean Libréron qui nous encourage régulièrement chaque fois qu'on le croise. Et on le remercie aussi. Et puis tous nos amis des repas ufologiques, évidemment. Alors on espère que les repas ufologiques vont reprendre du poil de la bête, mais je remercie notamment Chantal Duverne, oui. Stéphane Billot, Stéphane Stéphane Royer. Royer, Linda qu'on connaît bien, et des autres. Voilà, tous les autres, puisqu'en fait, ce sont eux qui nous encouragent aussi et qui ont fait qu'on s'est intéressé à l'ufologie. Bien sûr, les membres du Sceau, Oui, je remercie Gilles Gilles Durand, Raoul Raoul Robet, Thierry Rocher, Laurent Chadin, Laurent Chamin, Jacques Corneau, voilà, Emmanuel, enfin,
Alors, Laurent, très spécialement, Laurent Chabin, on le remercie parce qu'en fait, en ce moment, alors pour vous donner un peu l'actualité du GUI, dans le cadre du SAU, on est actif pour la numérisation des fiches de Madame Godelot. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Madame Godelot. C'est une dame qui a assuré des fonctions en gros d'assistance, de secrétariat, notamment pour LDLN. Pendant des années et des années, elle a fait ça avec une rigueur absolue et elle a inventorié sur des petites fiches en papier, tapées à la machine à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez du papier pelure, ces petites fiches très fines, en papier presque transparent. Elle inventoriait tous les cas en les sourçant avec la source, la date, l'heure et le résumé du cas. Donc ça, c'est vraiment une mine d'or pour les chercheurs et on est en train de numériser tout ça. Et Laurent nous a énormément aidé parce qu'en fait, il a monté une modélisation qui permet de renommer automatiquement les fiches et d'en analyser le contenu pour nommer les fiches et permettre aux chercheurs de les retrouver ensuite. Voilà. Donc c'est un gros travail qu'on a entrepris. Vous voyez qu'on ne fait pas que de l'ufologie de terrain, mais on essaye de contribuer aussi à d'autres travaux. Et je voulais rendre aussi un hommage à Joël Ménard aussi, qui m'a soutenu au téléphone, que j'ai eu une grande conversation. Et il m'a soutenu pour me lancer dans l'aventure des enquêtes. Et merci Joël. Et puis merci aussi bien sûr à l'équipe d'OVNI Paris. Et oui. Merci Patrice. Qui nous fait l'honneur de nous recevoir. C'est toute une équipe. Merci. Voilà, donc voilà pour les remerciements, mais je crois que c'était vraiment très très important parce qu'il faut bien comprendre que quand on est ufologue de terrain et tout le travail qu'on fait, on ne le fait jamais tout seul. On n'est pas les rois du monde, on n'est pas les rois du pétrole, on n'est pas tout seul à faire notre petite vie dans notre coin. Et que s'il n'y avait pas tous les amis pour nous encourager, tous les gens qui sont derrière, peut-être qu'on n'avancerait pas aussi bien et on perdrait peut-être la motivation, je ne sais pas. Donc voilà, c'est très important. Voilà, donc on va pouvoir lancer on va vous raconter comment ça a débuté. Donc, les on va origines. pouvoir lancer la première diapo. Voilà, origine du GUI. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, c'est une belle aventure en fait. Alors déjà, pourquoi le GUI? Eh bien, il se trouve que quand on a voulu choisir le nom, avec Bruno, on s'était dit qu'on voulait rendre un petit hommage à Jimmy Guieux. Donc c'est un tout petit clin d'œil, c'est que les 3 premières lettres sont aussi les 3 premières lettres de son nom. Alors pourquoi Jimmy? Parce que ça a été un des premiers ufologues de France. Oui, tout à fait. Et moi, Jimmy Guieux m'a énormément marqué parce que je regardais Les Portes du Futur quand j'étais plus jeune. Et c'est ce qui m'a lancé ma vocation de devenir ufologue aussi. Énormément. Voilà. Et moi, je m'intéressais à son travail d'ufologue aussi quand j'étais petite en fait. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour son travail parce qu'il a quand même toujours été passionné, il a été à fond jusqu'au bout, même si parfois il s'est peut-être laissé entraîner dans des cas où il y avait des méprises. Voilà. Mais honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui a marqué l'ufologie française. Voilà. Donc, on était complètement d'accord sur le nom du GUI. On s'est dit, on va laisser le GUI, c'est très bien. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, donc, on va passer à la diapo suivante. Oui, vas-y Patrice. Donc, tout a commencé en 2019. On a essayé un jour on est allé se balader, on a commencé par se faire des week-ends en fait, avec les équipes des repas ufologiques et Bruno. Oui. On partait à l'aventure pour des week-ends d'observation. Donc là, tu vas pouvoir nous montrer la photo suivante. Voilà, donc cette photo-là, elle a été prise une nuit d'observation. On était allé sur la zone d'Aravilliers. Donc tout le monde connaît, je pense, le fameux cas d'Aravilliers. Et on avait loué un gîte pas très loin et on a fait une nuit d'observation mémorable. Il y avait un temps magnifique, c'était mois de juillet ou mois d'août, enfin, c'était vraiment un temps extraordinaire. Et on a eu beaucoup de méprises, donc on a beaucoup rigolé, on n'a pas vu d'OVNI. Le lendemain, on est allé sur Aravilliers et au retour, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Nous nous sommes arrêtés dans un petit village que tu connais, Patrice. Oui, tu connais bien. Oui, Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, où on a découvert. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est un ancien wagon postal. Et dans ce wagon postal, vous avez un bouquiniste qui s'est installé donc dans plusieurs wagons. Et c'est absolument extraordinaire. Alors, vous vous intéressez à l'ufologie, au mystère, quel que soit le sujet qui vous intéresse,
Vous cherchez la petite pépite, vous allez la trouver dans ce lieu-là. Allez à Auvers-sur-Oise, Oui. visiter ce bouquiniste. On a découvert un rayon sur l'ufologie qui était Donc dans ce lieu, vous trouvez énormément de bouquins rares, des éditions très anciennes. Aimé Michel, des bouquins d'Aimé Robert Michel, Charroux, il y a Robert tout Charroux, le tout à mystère, fait. toutes les De éditions. Jimmy Dieu, bien sûr. Jimmy Dieu, enfin, c'était hallucinant. Et donc, on se retrouve chargé comme des mules avec une pile de bouquins sur les bras, que d'ufologie, évidemment. Et on arrive à la caisse. Oui. Et là, que se passe-t-il? Ça a été le déclenchement, ça a été notre premier témoin, on a rencontré. En fait, la dame qui était à la caisse nous dit, mais moi, j'ai vu un ovni. Et c'était du sérieux, c'était dans les années 90. Et donc là, avec Bruno, on se regarde, on s'est dit, on va aller faire l'enquête, on va aller l'écouter. Et ça a été notre première enquête. Et c'était vraiment un cas La première enquête du Guy, tout à fait. C'est vraiment un cas exceptionnel. Alors, on ne l'a pas prévu dans la conférence, mais on peut vous en parler un tout petit peu. Oui, on peut en parler. Parce que ce cas-là, c'est vraiment un cas où il y a eu des effets sur le sol, en fait. Donc, en fait, c'était une dame qui rentrait d'une petite soirée avec une amie. Et elle habitait encore chez ses parents. Elle arrive dans son village, proche, pas très loin d'Auvers-sur-Oise. Et en arrivant, donc ses parents avaient des chevaux. Alors, ce qui est très important, parce qu'ils avaient un pré au pied de la maison avec des chevaux et une clôture électrique tout autour. Donc, une clôture métallique. Et en arrivant chez elle, elle s'arrête sur le perron de sa maison pour fumer une petite cigarette. Et à ce moment-là, elle voit arriver des boules lumineuses, enfin des ovoïdes lumineux, donc des objets lumineux ovoïdes, un peu comme des ballons de rugby, qui commencent à faire un balai aérien absolument incroyable au-dessus du pré où se trouvaient les chevaux. Et en fait, les chevaux, et c'est là où on se rend compte que ce n'était pas une méprise, enfin, il s'est vraiment passé quelque chose. Les chevaux ont commencé à devenir très, très agités. Oui. Ils étaient très effrayés. Ils se sont sauvés, donc ils ont été obligés d'aller les calmer. Donc, elle est sortie, elle a appelé sa mère et elle a été calmer les chevaux. Et en plus, à un moment donné, le phénomène a créé des arcs électriques sur la clôture. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet entre le phénomène, les boules lumineuses, et la clôture du champ, du pré. Et le pré s'est mis et était tout entouré d'arcs électriques qui crépitaient, donc ça faisait encore plus peur aux chevaux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec cette observation, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoins. Il n'y a pas eu qu'une seule témoin. Il y avait elle, il y avait son amie, puisqu'elle a rappelé son amie qui avait commencé à rentrer chez elle, qui l'avait ramenée en voiture. Elle est revenue. Il y a eu sa maman. Et en plus, le lendemain, elles ont été donc témoignées. Et on leur a dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Elles se sont même renseignées auprès de la base aérienne, puisqu'il y a des bases aériennes pas très loin. On leur a dit aussi, ne vous inquiétez pas, c'était juste la foudre. Mais comme par hasard, le lendemain et pendant quelques jours, quand elle rentrait chez elle, elle voyait des militaires. Il y avait des militaires sur le terrain. Qui étaient en tenue de camouflage, planqués partout sur le terrain. En plus, ils sont venus le lendemain, ils ont littéralement labouré le pré à force de marcher dedans. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de mouvements militaires dans les jours qui ont suivi l'observation. Alors, on leur a dit que c'était une foudre en boule, hein, bien sûr. Oui, évidemment. Mais bon... l'activité qui était conséquente à cet événement dément complètement la foudre en boule. Voilà, donc ça c'est plutôt un point important qu'on voulait vous raconter. Oui, qu'on voulait souligner. Voilà. On va passer juste à la diapo suivante, comme ça vous allez voir l'intérieur de cette merveilleuse librairie. Vas-y Patrice. Oui, la prochaine. Oui. Voilà. Voilà l'intérieur. Voilà. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est fantastique. Ah, c'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Et puis, là vous trouvez. Il n'y a pas que le mystère et l'ufologie. Hein. Il y a l'histoire de France. Il y a de tout. Il y a de l'histoire, il y a de la bande dessinée, il y a pour tous les amateurs. Vraiment, bravo. Et puis ça a été notre premier cas, donc c'était vraiment mémorable. C'est ça qui a lancé les aventures du Guy. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. On va vous expliquer. Alors, dès le début du Guy, on a voulu vraiment avoir une méthodologie rigoureuse. Tout à fait. Alors, comme je vous ai expliqué, moi, je suis statisticienne de formation, chargée d'études. Donc, je voulais donner à ce travail le maximum de rigueur, si ce n'est scientifique, au moins statistique. Alors, ceci dit, la statistique, vous savez, c'est peut-être la chose la plus importante. Parce que chaque cas pris indépendamment, individuellement, n'a pas de valeur. Parce qu'on peut dire c'est une méprise, c'est un cas qui est modérément consistant. Mais quand vous avez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'observations de par le monde entier,
qui se succèdent. Ce qui va faire vraiment la force et la valeur de preuve, c'est la statistique. Et là-dessus, j'en suis absolument convaincue. Donc, on va vous présenter notre petite méthode. Oui. Donc, on va prendre diapo suivante. Vas-y, Patrice. Voilà. Donc, on a le respect des témoins, l'écoute et la validation. Et la validation, ça c'est hyper important. On a un questionnaire, Alors, une base de données. Ouais. Alors, ce qui est très important pour nous, c'est le respect des témoins. Oui. Je crois que si on l'a mis en premier, c'est parce que c'est la chose la plus importante. D'abord, écouter, ne pas induire. Et ça, c'est vraiment très important. Faire valider. Oui, et surtout faire valider par le témoin. Tant qu'on n'a pas l'accord du témoin, ça ne sera jamais publié. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se tromper en retraduisant l'entretien. Donc, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on demande l'autorisation au témoin d'enregistrer en audio l'entretien. Bon, la plupart du temps, ils sont d'accord. Ça nous permet de réécouter et surtout de prendre des notes avec le véritable discours du témoin. C'est ne pas changer les mots, ne pas changer les expressions. Et surtout, ce que je voulais ajouter, surtout corriger certains points. Voilà. Le témoin doit corriger, c'est-à-dire que nous, ça nous permet aussi de savoir si le témoin... Pour nous, c'est un gage de crédibilité. Oui. Être le plus fidèle par rapport à l'observation du témoin. Voilà. Si le témoin ne nous corrige pas, c'est qu'on a été parfait, mais ça n'arrive jamais. Non. Donc, pour nous, c'est très important. Si le témoin nous corrige, ça veut dire qu'il est rigoureux, qu'il, lui, il fait aussi ce travail de comparer ce que nous disons par rapport à ce qu'il a vécu. Et le fait d'obtenir cette validation, c'est pas du tout anodin pour la crédibilité du cas. Le questionnaire, donc c'est un questionnaire qui se veut simple. Pourquoi? Parce que suite à notre expérience, on s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, le cas est relativement ancien. Il y a donc des questions, questions qu'on pourra poser, mais pas toujours. Alors, ce qu'on essaie, c'est d'avoir un questionnaire vraiment très très simple pour les témoins. Le plus simple possible. Hein. On pose les questions évidentes, bien sûr. Et par la suite, on essaye de revoir les témoins pour avoir d'autres éléments. éléments. On essaye de vérifier aussi des points par nous-mêmes. C'est-à-dire que dans notre questionnaire, il y a des choses que le témoin ne va peut-être pas pouvoir nous donner lui-même parce que c'est un cas lointain où la date n'était pas bien connue. On va aller revoir, nous, si on arrive à avoir, par exemple, une date précise, on va aller voir quelle était la météo de ce jour-là. Si c'était il n'y a pas trop longtemps, on peut encore le faire. On va essayer de voir si c'était vraiment le jour ou la nuit, parce que parfois on est sur une heure qui est un petit peu entre deux. Suivant qu'on est en été ou en hiver, la nuit tombe pas au même moment. Et donc on essaye de faire en sorte de savoir si c'était vraiment le début de nuit, la fin de la journée, est-ce qu'il faisait encore jour ou pas. On essaye de savoir aussi s'il y avait des événements célestes, on va dire particuliers, à cette époque-là. Alors, c'est très difficile quand on n'a pas une date précise. Se dire, est-ce qu'il y a eu un passage de météore à ce moment-là? On n'en sait rien. En revanche, si la date est précise, on peut vérifier. Et surtout, il y a certaines conjonctions astrales qui sont très particulières et qui peuvent être vraiment cause de méprise. Alors, en particulier cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, vers le mois de février, il y a eu une conjonction Vénus-Jupiter. Oui. Alors, certains d'entre vous l'ont certainement aperçu. C'était absolument incroyable. On voyait vraiment très très bien Vénus et Jupiter, mais très proches. Et beaucoup de gens m'ont dit « Ah, c'est bizarre, regarde », etc. Et effectivement, on a eu un témoignage à cette époque-là. On est encore en train de chercher, hein, mais on pense qu'au moins ils ont fait 2 observations, on pense qu'au moins une des 2, c'était cette conjonction. Oui. Voilà, donc c'est très important. Donc le questionnaire, il nous permet de faire une base de données Excel. Et avec cette base de données, on pourra essayer de faire de l'analyse ou la croiser avec d'autres bases de données qui peuvent exister, comme celle du GEPAN, par exemple, qu'on a utilisé notamment pour regarder ce qui se passe un peu en Île-de-France. Voilà. Et alors Bruno, on n'a pas beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que en fait, on a du boulot tous les deux. Parce qu'on a énormément de boulot et en fait, on s'intéresse vraiment à des cas très très intéressants où il y a du poids. Alors, pourquoi? Parce que en fait, Bruno, il bosse énormément dans le commerce. Dans le commerce. Il n'est pas libre tous les week-ends. Moi, je bosse aussi à plein temps comme une tarée.
Donc, en fait, on n'a pas beaucoup de temps à accorder aux enquêtes. On n'a pas Non. tout le temps qu'on voudrait. Et donc, c'est pas qu'on ne voudrait pas avoir beaucoup de cas, mais le moindre cas, déjà, c'est au moins déjà 3 jours de travail rien que d'enregistrement. Oui. Donc, en fait, ça nous prend beaucoup de temps sur nos week-ends. Et on préfère approfondir des cas sérieux parce qu'on a vraiment. Et merci Jimmy, parce qu'on pense que c'est Jimmy là-haut qui nous guide parce que c'est pas possible autrement. Depuis le début, on a une trentaine de cas. Une trentaine de cas qu'on a récoltés. C'est Et énorme. des cas complètement différents. C'est ça qui fait la diversité. Et sur cette trentaine de cas, on a pratiquement que des cas vraiment qui apportent de l'information. Et c'est ça qui est important parce que vous allez avoir un cas où on se dit, bon, c'est probablement une méprise, c'était peut-être un météore, un avion, etc. Le problème, c'est qu'on va perdre énormément de temps pour vérifier que ce n'est pas une méprise. Et en plus, ça n'apporte pas beaucoup d'informations parce que c'est un tout petit point dans le ciel. C'est pas qu'on ne veut pas étudier ce genre de cas, bien au contraire, on pense qu'il y a certains cas qui sont vraiment intéressants. Mais on va perdre trop de temps à vérifier pour peu d'informations. Donc ce qu'on aime, et c'est ce qu'on a eu jusqu'à présent, on n'a même pas eu besoin de chercher, mais des cas qui apportent beaucoup d'informations, avec une forme visible, avec des effets sur le sol, avec un atterrissage, avec vraiment des cas consistants. Et, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des cas quand même très importants. On a des cas d'atterrissage, des observations très proches, de nombreux témoins. Des formes diverses, on a des triangles, on a des soucoupes typiques, on a des boules lumineuses, on a des observations de créatures aussi. Ouais. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est cartographier le mieux possible de façon et de faire des représentations visuelles pour que le témoin puisse bien nous dire sur la carte si c'était la bonne direction, essayer de croiser un peu l'information, essayer aussi de calculer la taille de l'objet par rapport à la distance qui est approximée par le témoin. Voilà, donc c'est des choses qu'on fait un peu en complément du témoignage. Donc actuellement, on est sur des cas qui sont très sérieux, qui nous donnent beaucoup de travail. Il y a un cas dont on ne va pas parler maintenant parce qu'il est encore en pleine analyse, mais qui nous occupe pratiquement depuis le mois de juillet l'année dernière. On a travaillé avec Eric dessus, voilà, donc Eric Zurcher aussi l'année dernière. Oui, on lui a montré les vidéos, c'est un très très gros cas. Et le sujet, c'est que en fait, ça touche un peu à l'occulte. Justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant la conférence. Ça touche un peu à l'occulte et donc on a demandé l'aide de quelqu'un qui s'y connaît. Donc on a demandé l'aide de Braji Belovac. Oui. Qui nous a énormément aidé pour l'analyse de ce cas et on a rédigé un article à 3 mains qui va paraître dans LDLN. Oui. Donc la première partie est parue dans le dernier numéro. Ça a été publié là. Et les 2 autres parties vont paraître dans le prochain numéro de LDLN. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur ce cas, si vous êtes très intéressé, il y a une chaîne aussi sur YouTube qui s'appelle Connexion Mystère et on a fait un live avec Anne où justement on parle de ce cas. Mais on en parlera plus, on en parlera beaucoup plus dans l'avenir. Mais pour l'instant, on attend que ce soit publié par LDLN, puisque priorité à la publication d'abord, avant de présenter le cas sur une chaîne. Voilà, donc on va pouvoir passer à la prochaine, Patrice. À la suite de la présentation. Alors là, on va vous présenter les triangles. Alors, on a fabriqué notre présentation avec des formes, par type d'objet. Donc, c'est plus simple pour tout le monde. On va vous parler déjà de 3 cas de triangle. Donc, le premier a été très bien documenté. D'ailleurs, le témoin a écrit un livre sur son observation. Et il nous a autorisé à donner son nom. Donc, c'est Pierre Dauchin. Et ces 3 cas de triangle, en fait, se caractérisent par une excellente crédibilité des témoins. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais chacun a des professions. Pierre est un ancien ingénieur. Notre second témoin, le second témoignage, c'est une dame qui a fait des études de droit, qui a une profession extrêmement sérieuse. Et le 3e témoin est aussi quelqu'un qui est hautement crédible de par sa profession. Il nous a demandé de rester
de ne pas en rajouter sur sa profession, donc on ne vous dira pas ce qu'il fait. Mais ce sont des témoins d'une très, très bonne crédibilité. Donc, premier cas, Bruno, Oui. dans l'Oise, à Liancourt. Alors, c'est Liancourt, donc deux triangles au-dessus de la ville de Brèche. Le 18 avril 2015, au soir, Pierre Dechin se trouve dans sa maison, située dans les hauteurs de Liancourt. Il profite d'une bonne soirée et contemple le paysage. Confortablement installé dans son fauteuil et sa véranda, doué de larges baies vitrées, la météo est bonne et le ciel est clair. La maison domine la vallée de Brèche et offre une vue improbable sur le ciel et la région environnante. Donc la ville de Clermont, un peu plus au nord, se trouve sur la droite. En face se trouve la vallée et légèrement vers la gauche. Au-delà de la vallée, vers l'ouest, dépend le plateau d'Ars. Voilà, donc là vous avez la Voilà. carte qui s'affiche. Donc en fait, ce monsieur, il a une maison Voilà, qui là vous domine pouvez la vallée. plus vous rendre compte là. Ce monsieur, il avait une maison qui domine complètement la vallée de la Brèche. On sait qu'il y a aussi, c'est pas très loin de la base de Taverny, c'est pas très loin de la base de, il y a une autre base militaire qui se trouve pas très loin, Oui. Bizarrement, hein, mais bon. Et en fait, ce monsieur, il passait la soirée dans sa véranda, en fait. En gros, Oui. avec une belle baie vitrée. Et en fait, il allait aller se coucher vers 23h40. Et là, il aperçoit dans le ciel nocturne, donc venant de sa droite, donc en provenance de la ville de Clermont, Oui, de Clermont. plusieurs lumières blanches et 2 grosses lumières rouges qui suivent des mouvements erratiques. Alors en plus, ça venait pas en ligne droite, c'était des mouvements erratiques. Il a été très précis là-dessus. Les objets semblent longer le cours de la rivière. Donc là, vous voyez, c'est les traits verts que vous voyez. Hein. Oui. J'ai fait différents traits de couleur. Donc, vous avez le numéro 1, c'est la trajectoire d'arrivée, la flèche rouge. Et ensuite, vous avez des flèches vertes et des flèches jaunes. Alors, les flèches vertes, c'est les mouvements intermédiaires, c'est-à-dire que les 2 objets sont arrivés, ils sont restés un peu à faire du surplace au-dessus de la vallée de la Brèche. Et ensuite, ils ont fait des allers-retours. Il y en a un qui est reparti vers Clermont à une vitesse fulgurante et puis qui est revenu sur la zone. Oui. Donc ça, on ne peut pas dire que ce sont des lanternes thaïlandaises quand Non. même. Et à la fin, les 2 objets sont partis chacun de son côté. L'un est retourné vers Clermont et l'autre est parti vers le plateau d'Ars. Vous voyez, ce sont les 2 flèches jaunes que vous voyez sur le graphique. Donc là, on est vraiment sur des déplacements qui, et je le répète, ne sont pas des déplacements de lanternes thaïlandaises. C'est pas anodin ce que je vous dis. Hein. Oui. Donc là, en fait, là, vous avez le dessin de Pierre Dechin qui a réalisé. Donc voilà. Là, vous vous rendez plus compte de la Donc, scène. Quand les objets sont arrivés au-dessus de la vallée, il les a vus beaucoup plus clairement. Oui. Et il a vu que c'était des triangles. Et ces triangles, ils avaient une grosse lumière rouge au centre et 3 petites lumières blanches aux pointes. Donc là, vous êtes vraiment dans les triangles typiques. Hein, on retrouve pas mal de cas comme ça, similaires. Avec un léger liseré lumineux blanc le long des bords, en plus. Et donc, il a vraiment pu les observer et il a même appelé une de ses amies qui habite dans le coin pour lui dire « Est-ce que tu vois ce que je vois ?» Donc, cette personne a confirmé l'observation de Pierre Dechin. Oui, tout à fait. Et malheureusement, elle n'avait pas ses lunettes, donc elle a vu seulement les lumières rouges, mais elle a confirmé effectivement qu'elle voyait la même chose que lui. Donc lui, ce monsieur, il a été très... Après, bon, les triangles sont partis à vitesse fulgurante. Oui. Évidemment, ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais il a été témoigné le lendemain à la gendarmerie. Oui. Et la gendarmerie, bien sûr, l'a accueilli avec un sourire goguenard. Et il a bien senti qu'il ne le prenait pas au sérieux. Il a contacté le GEPAN. Et là, je suis désolée, je ne cherche pas à taper sur le GEPAN, mais ils n'ont pas pris la peine de venir le voir pour enquêter sur place. Non, ils ne se sont pas déplacés. Ils lui ont simplement téléphoné. Et suite à ça, ils ont classé le cas comme B, probable lanterne thaïlandaise. Oui. Voilà. Donc, comment démolir un cas parce qu'on n'est pas allé voir, parce qu'on n'a pas écouté le témoin. Complètement. Là, vous avez la preuve et tout. C'est de regarder les déplacements des objets et de s'intéresser à ce qui s'est vraiment passé.
Il a écrit un petit livre, hein, je crois, Pierre Dauchin. Oui, tout Oui, à fait. absolument. Tout à fait. Et c'est vrai que quand j'ai été voir Pierre avec Anne, au début, il était un peu méfiant. Il disait, vous n'allez pas me juger comme les autres personnes qui sont venues. Et nous, Ouais, j'en avais parlé à Ogni Paris, oui, oui. J'avais Oui. été choqué par le traitement qu'on a fait à ce témoin. Bon. Parcours d'un témoin de l'impossible, son livre. Après, par contre, Pierre Dauchin, vous pouvez le voir, il y a une vidéo de France 3 Picardie où justement Pierre Dauchin parle de son cas. Ouais, Très il bien. parle de son cas et de la façon dont il a été traité Oui. ensuite. Voilà, donc on va pouvoir vous présenter le deuxième cas de triangle, alors qui lui est un cas vraiment très intéressant, également avec une personne dont la crédibilité ne peut pas être mise en doute. Alors, ce cas se passe dans la commune de Scholcher, en Martinique. Alors, on est dans les années entre 79 et 81. Alors, cette dame a témoigné, elle a témoigné pour nous, je crois que c'était début 2020. Malheureusement, on n'a pas pu se voir parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid qui était arrivé. Chaque fois qu'on essayait de prendre un rendez-vous, il y avait un nouveau confinement. C'était vraiment pas du tout C'était pas favorable. évident pour avoir un rendez-vous. C'est vrai que. Et malheureusement, donc, elle ne pouvait pas nous donner plus de précision sur la date, puisque ça remontait à plus de 40 ans, donc elle n'a plus la date précise en tête. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'a pas été seule à voir ces triangles. Non, il y a eu d'autres témoins. Il y a eu d'autres témoins et il y a eu probablement des échos dans la presse ou la radio. Mais malheureusement, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé, puisque c'était dans les années 80. Je pense que la presse n'était pas encore aussi bien numérisée qu'aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à retrouver trace de cet événement dans la presse. Mais cette dame donc était étudiante et elle sortait. Donc là, vous avez à droite la photo du campus de l'université. Voilà, vous pouvez plus vous rendre compte là. Donc là, elle sortait de l'université. Et elle a tout simplement, au moment où elle sortait, donc c'était vers 19h, la nuit était tombée, entre 19h et 20h, la nuit était tombée, il faisait déjà très sombre. Et soudain, elle a senti quelque chose au-dessus de sa tête. Et en levant les yeux, elle a aperçu comme une petite flottille, une escadrille de forme triangulaire, de couleur sombre, avec en dessous des lumières multicolores. Alors, ce qui est rouge, verte, bleu. Ce qui est important avec ce cas, c'est qu'elle a fait une observation que Anne va parler justement. Un petit détail. Un petit détail qui est très important. Oui. Alors déjà, il y a plusieurs choses qui apportent de l'information sur ce cas, mais il y a quelque chose. D'abord, il y a eu plusieurs vagues successives de triangles qui sont passées au-dessus de leur tête et sur les côtés. En tout, l'observation a duré entre 20 secondes et 1 minute. Donc, vous avez plusieurs triangles qui passent en vagues successives. Ils volent très bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le campus est un petit peu en hauteur. Donc, les triangles volant très bas, elles ont pu voir, et ça, tous les étudiants autour avec eux voyaient la même chose. Hein. Donc, il y a eu de nombreux témoins. Énormément de témoins. Ouais. Et ils avaient un large champ de vision parce qu'ils étaient en haut des escaliers, donc qui mènent au parking. Et les objets volaient très bas, au maximum une vingtaine de mètres. Donc là, on est vraiment sur aussi le triangle typique, puisqu'on a vu que la plupart des triangles volent assez bas en général. Et là, ils volaient très bas. Mais de sorte que oui, son prénom c'est Sylviane, mais je ne donnerai pas son nom, elle a pu observer le dessus des engins qui passaient sur les côtés. Et là, ce qui est très important, c'est... Il semblait y avoir une partie vitrée au-dessus, éclairée de l'intérieur par une lumière jaune. Donc, on est sur quelque chose qui... C'est très rare qu'on ait ce genre de témoignage. Oui. Là, on a vraiment de l'information. On a d'abord les triangles qui volent bas. Vous avez énormément d'éléments là. Avec en plus cette sorte de partie vitrée au-dessus qui était éclairée de l'intérieur, qui fait penser, alors par une lumière jaune, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à une espèce de cockpit, je ne sais pas. Comme un cockpit, oui, on peut dire ça. En tout cas, c'est vraiment une information importante. Et les objets, évidemment, se déplaçaient sans le moindre bruit. Oui, c'était absolument silencieux. Donc cette dame, elle était avec une amie, elle ne s'était jamais préoccupée d'OVNI avant. Non, du tout, elle n'était pas du tout dans ce domaine-là. Ça ne l'intéressait absolument pas. Mais elles ont quand même été émerveillées par le spectacle. Le souvenir qu'elle en a, c'est qu'elle était émerveillée. Et il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi.
Donc, rentrée chez elle, elle a raconté cet événement à ses parents. Et son père, apparemment, lui aussi a observé quelque chose puisqu'il rentrait de son travail. Et donc, il a observé en rentrant de son travail à peu près la même chose. Et d'autres personnes, je pense de très nombreuses personnes, ont pu observer ces objets ce soir-là. Tout à fait. Et là, en plus, c'est la période de 1979 à 81. On est très très loin de la fameuse vague belge. Oui. Et ça, c'est aussi très important. Ça Oui. apporte de l'information. Parce qu'on pensait que les triangles, c'était ah, bah, c'est la vague belge, ça a commencé dans les années 90. Eh ben non. La preuve que non. Non, non. Et puis ce dôme, ce copique sur le dessus, je crois que c'est la première fois que je lis ça, j'entends parler de ça. Parce que dans les triangles de la nuit de, comment il s'appelle ce gars de Lyon là, De Daniel Robin. Daniel Robin. de Daniel Robin, je crois pas qu'il y ait un seul cas où on voit le dessus Non. des triangles. Non. Et, C'est pour ça qu'il est très intéressant ce cas, Patrice. Et en plus, ce qui est très très important, c'est que ça volait sans aucun bruit et à une altitude qui était vraiment très basse. Donc si c'était des avions, elle n'aurait pas manqué d'entendre le bruit des avions qui passaient puisqu'ils étaient très proches et à une altitude très faible. Et en plus en successive. Donc je ne pense pas que ça puisse être... Oui. Et puis les drones électriques qui font d'ailleurs quand même pas mal de bruit. Oui. N'existaient pas à l'époque. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a énormément de témoins, et ça, c'est très, très important. Alors, on aura peut-être l'occasion un jour de faire un appel à témoins. Bon, oui. On n'est pas très nombreux sur. Non, mais s'il y a quelqu'un. Si certains parmi vous ont entendu parler de cette observation. Tu me rappelles les années? On serait. Entre 79 et 81. Oui, on serait très intéressés si vous avez. Donc en Martinique. Oui. Parce que mon frère a été coopérant médical en Martinique pendant plusieurs années. Je vais voir si ça. Ceci dit, c'est un sceptique de chez sceptique. Donc je ne sais pas s'il va vouloir s'occuper de ça. Mais enfin bon, on verra. On pourrait faire des recherches sur au journal. Le journal, oui. Malheureusement, ne paraît plus le journal de l'époque. Je vais le voir demain, de toute façon. Je lui poserai la question. Merci, Patrice. Merci, Patrice. Ok, à vous. Alors, on va continuer, on va passer sur l'autre diapo. Donc là, on va vous parler encore d'un autre cas de triangle. Donc un cas qu'on est en train d'enquêter justement en ce moment. Donc c'est notre dernière enquête. Donc normalement, on aura peut-être le témoin en direct. Tout à fait. Je pense qu'il doit déjà nous écouter. Il doit être connecté, je pense que. Alors c'est un cas sur lequel on n'a pas encore publié. Oui, il n'y a pas de publication. On a encore du travail dessus. La cartographie, vous avez vu, n'est pas terminée. Non. De même que je n'ai pas pu terminer la cartographie du cas précédent puisque nous n'avons pas pu nous voir avec le témoin à cause de toutes ces histoires de Covid. On a été vraiment... Confirme à son cas. Voilà. Donc, ouais. Et il est là. Oui, très bien. Il nous a confirmé sa présence. Et donc c'est un cas extrêmement intéressant encore. Oui. Vas-y Bruno, tu veux décrire un peu la forme de l'objet? Ah bah c'est un triangle avec aux angles, une espèce de petite boule, c'est ça hein, Des lumières oblongues. Des lumières, oui, oblongues. tout à fait. Alors, tout à fait. Donc, à savoir, dans ce cas-là, il n'y a pas la boule rouge du milieu comme le cas de Pierre Dechin. On est encore dans une autre type de triangle, ça n'a rien à voir. 3 observations, 3 types de triangles différents. Là, on est sur un triangle qui est en forme de pyramide aplatie, qui fait environ 25 mètres de côté, 5 mètres de haut à peu près, 5-6 mètres de haut. Donc une pyramide très aplatie. Je ne sais pas si vous voyez, vous visualisez un peu. On n'a pas encore le schéma, justement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore... Non, c'est une enquête qui est en cours et là, c'est bien que le témoin il soit présent. Donc c'est un triangle très noir avec à chaque bout... Alors imaginez, je ne sais pas si vous voyez les ampoules de... Vous savez, les ampoules qui imitent les flammes. Oui. Les ampoules oblongues comme ça. Un peu, ça fait un peu ça, en fait, les bouts. Alors, orangé. Orangé, oui, tout à fait. Au bout des points. Pas dessous, mais au bout. Alors, Allô? Je vous entends plus. J'entends plus personne. C'est bloqué.
Allô, allô? Moi, je ne vois plus rien bouger. On dirait que c'est... Et voilà, tout à fait. Je pense qu'il est là. Mais il est là, le témoin. Il est là. Et donc, on y reviendra en fin de conférence. Donc là, on va peut-être passer à la diapo suivante. On va passer à un autre type d'objet. Oui. Tu peux... Patrice? Patrice? Allô? Bon, Patrice? j'ai eu un problème, j'ai eu une coupure. Vous m'entendez là? Ouais, Oui. ça y Est-ce que est. tu peux passer à la prochaine diapo? Oui, j'ai carrément tout sauté, j'ai dû me reconnecter. Oui. Juste 2 secondes. Allez, c'est reparti. Les soucoupes. Alors, on a encore 3-4 soucoupes à vous présenter. Le premier, c'est... Ah, oui, bah, vas-y, c'est pour toi. Alors, bah, ça, c'est un cas typique de soucoupe volante. Donc, ça s'est déroulé en 1985. C'est un cas, en fait, d'une observation de soucoupe avec des hublots. Donc, le témoin a été très, très proche de l'observation. Donc, en fait, c'était un soir, il rentrait d'une fête. Et en rentrant, il a eu cette observation d'un engin en forme de soucoupe avec de grandes dimensions, l'équivalent d'un stade de foot. Hein. Ouais. Donc là, vous pouvez voir, ça c'est le croquis l'image du témoin. Donc là, il me l'a fait dernièrement, il manque encore des petits détails. Mais là, vous avez vraiment l'aspect de la soucoupe volante typique. Voilà, donc c'est un cas de 85, cinéma. Alors, Bruno est rentré d'une fête, mais il faut préciser qu'il était collégien et Oui. que c'était un repas de famille. Oui, donc repas il de n'avait pas famille. bu, hein, Non. ni fumé. Non. Et en fait, il l'a vu très clairement. Et vous voyez que c'est vraiment la soucoupe classique. Hein. Donc là, en fait, vous avez une photo du lieu, que ça s'est déroulé. Et c'était au moment où, en fait, alors, j'essaye de reprendre ce qu'il disait exactement. Il rentrait d'un repas de famille et donc il l'a vu alors qu'il était encore dans la voiture. Oui. Et c'est au moment où il se garait qu'il a dit, il a dit à son oncle qu'il avait vu une soucoupe. Donc son oncle qui était au volant a levé la tête. Oui. Malheureusement, il n'a vu que la fin. Il a vu quelques lumières, mais il n'a pas non, vu. il n'a pas pu faire l'observation que le témoin a fait. Ouais. Et les lumières étaient très vives, mais elles ne semblaient pas éclairer autour d'elle. Ça aussi, on retrouve souvent ce type d'observation. Et c'était assez intéressant. La soucoupe, il disait, était peut-être circulaire, mais il la voyait ovale. Et il y avait des lumières rouges et blanches. Donc là, vous voyez autour. Voilà, vous pouvez plus vous rendre compte de l'aspect de la soucoupe. Les petites boules, voilà, c'était les lumières autour de la soucoupe. Voilà. Alors c'est pareil, c'est un cas qu'on doit encore investiguer davantage. Alors ça n'a pas été publié. On a eu les schémas que cette semaine. Oui. Pour vous dire que c'est un travail de longue haleine parce que le témoignage, on l'a eu il y a un an à peu près. Non, c'était en 2020. 2020, donc ça fait 2 ans. Et on a eu les schémas que la semaine dernière. Vous voyez que c'est un travail de longue haleine. On a d'excellents témoins, on a un travail vous voyez, qui nous a même fait un écrit. C'est pour ça que vous voyez qu'on a des témoignages écrits. Je tenais à montrer la photo comme ça que vous compreniez un peu comment ça se passe pour nous. Donc le dessin réalisé par le témoin. Voilà, et on a encore du travail sur ce cas, on n'a pas fini. Il y a aussi donc à savoir que ce témoin a été très, très marqué par son observation. Oui. Et voilà, c'est un cas intéressant. Deuxième cas, donc ça va être maintenant en Bretagne. Oui, alors pourquoi en Bretagne? Qu'est-ce qu'ils vont faire en Bretagne? Oui. Alors, comme vous avez remarqué, il y a certains cas qui ne sont pas en Île-de-France. Alors, soit parce que les témoins maintenant, ils habitent en Île-de-France, mais à l'époque de leur observation, ils n'habitaient pas en Île-de-France. Soit aussi parce que nous, quand on va se balader, on discute avec les gens et parfois, on a des témoignages. Donc là, c'est le cas. Il se trouve que j'étais partie en Bretagne pour visiter ma maison, parce que j'ai acheté une maison en Bretagne. Et ces 2 personnes vraiment charmantes, c'était les personnes qui me louaient mon gîte. En fait, j'avais loué une chambre d'hôte, et c'était les propriétaires donc de la chambre d'hôte. Et puis, je leur explique, comme on avait déjeuné ensemble,
que j'aime bien étudier les soucoupes volantes, j'aime bien étudier les ovnis. Et ils me disent, bah, écoutez, nous, on a fait une observation. Et en fait, c'était non seulement une observation intéressante, mais Oui. très sérieuse. Et ils n'ont jamais témoigné parce que ils ne savaient pas à qui témoigner et puis ils ne pensaient pas qu'on allait les prendre au sérieux. Mais par contre, ils m'ont raconté leur histoire et c'était comme s'ils la revivaient à l'instant même. Ils étaient vraiment tous les deux parfaitement cohérents. Donc c'était en 1985. Alors la date et l'année sont aussi assez incertaines parce que malheureusement, hein, comme c'est le cas, le temps a passé et ils ont un peu du mal à se souvenir exactement la période. Et ils rentraient de vacances avec leurs 2 enfants. Donc ils étaient en voiture, ils roulaient de nuit pour permettre aux enfants de dormir. Donc c'est pendant le trajet. Et ils devaient être entre 3h et 4h du matin. Donc ils arrivaient à Saint-Nazaire par la route qui vient de La Roche-sur-Yon. Donc vous voyez La Roche-sur-Yon, donc la route qui est de l'ouest, hein, qui monte vers Saint-Nazaire. Il faisait nuit, le ciel n'était pas trop sombre, le temps était sec, il n'y avait pas de nuages. Et là, donc, le monsieur aperçoit dans le ciel une lumière qu'il a pris d'abord pour une étoile. Mais rapidement, alors après, il a cru que c'était un avion, parce que ça bougeait. Mais après, son attention a été attirée parce que ça descendait et ça se rapprochait très rapidement. Donc là, on voit qu'on n'était plus sur un avion. Mais voyez qu'au début, il essaye toujours de rationaliser. Il dit, ah bah tiens, c'est peut-être une étoile. Ah bah non, finalement, c'est un avion. Et puis là, non, ça ne peut pas être un avion. Ça descendait, ça se rapprochait très rapidement en se déplaçant du nord-est vers l'ouest. Nord-est, sud-ouest. Nord-est, sud-ouest, c'est comme ça, dans ce sens-là, sur la carte. Et tout à coup, c'était là. Et ça s'est posé dans un grand champ sur le côté droit de la route. Donc là, sa femme a vu également l'objet posé. Et le temps de ce rapprochement, entre le moment où c'était la taille d'une étoile et le moment où l'objet s'est posé, leur a paru extrêmement rapide. Oui. C'est en un instant, l'objet était là. L'observation était rapide, oui, tout à fait. Alors ils arrêtent la voiture au bord de la route pour observer l'objet. Et il était de taille vraiment imposante. Alors là, ils ont vraiment réussi à me donner à la fois une distance et une taille. Ça avait environ 15 à 20 mètres. En fait, en gros, c'était de la taille d'une maison, vue à une distance d'environ 150 à 200 mètres. Et ils ont réussi vraiment à me faire un descriptif vraiment très très précis. Ça avait la forme caractéristique de la soucoupe, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est le croquis du témoin. Oui, réalisé par les témoins. Voilà. Tout à fait. Avec une coupole un peu plus renflée au-dessus, toute une rangée une bande lumineuse médiane, présentant comme des petites ouvertures carrées. Il me disait que ça ressemblait un peu à une pellicule de film. Et en dessous, c'était un peu moins bombé que le dessus. Voilà. Le dôme et la bande médiane tournaient sur eux-mêmes, mais dans 2 sens différents. Donc l'effet visuel, ça semblait d'aspect métallique, de couleur sombre, mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu identifier exactement la matière. En même temps, alors c'est très important, ils disaient que la matière, ça semblait un peu impalpable. Oui. C'est-à-dire que pour eux, c'était métallique, mais en même temps, c'était un peu comme si c'était un hologramme. C'était très curieux. Et par rapport à sa taille imposante, l'objet ne semblait pas faire d'efforts pour se maintenir en l'air ni pour évoluer. Non. Donc là, on est sur vraiment la soucoupe typique. Là, vous êtes vraiment dans les cas typiques. Hein. Ouais. Il a redécollé du champ. Il est reparti. Il s'est stabilisé quelques instants en donnant l'impression de faire un point fixe pour chercher sa position. Très intéressant. Puis, il a disparu dans le ciel à une vitesse fulgurante en repartant de la direction d'où il était venu. Donc, il rejoignit le point où il était dans le ciel au moment de son arrivée. C'est très intéressant parce que ça fait vraiment un aller-retour. Voilà, l'impression générale, c'était qu'il ne pouvait pas bouger, que tout semblait habituellement calme autour d'eux, comme si tout était à l'arrêt ou hors du temps. Et donc, ils ont été la dame a été relativement effrayée par cette observation. Et c'est pourquoi elle a préféré ne pas trop se la remémorer, en fait. Voilà, elle n'avait pas très envie de se la remémorer. C'est très curieux. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. Le fait qu'il y ait eu cet effet Ose, hein, c'est-à-dire pendant toute la durée de l'observation,
Ils étaient en état de sidération, vraiment. L'impression générale, c'était qu'ils ne pouvaient pas bouger. Ça, c'est quand même très curieux. Que tout semblait inhabituellement calme autour d'eux. Oui. Voilà, on est vraiment dans l'effet Ah Oz. oui, complètement là. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est un cas de soucoupe Donc, qui, pour nous, un cas d'atterrissage très intéressant, c'est vrai que... apporte beaucoup. Alors, c'était des gens qui s'intéressaient Non, absolument non. pas à l'ufologie. Non, non, Ils n'en avaient vraiment rien du tout à faire et qui ne s'y sont pas intéressés après pour autant. non, non, non. Ils ne sont pas actifs. On Alors, est bien sûr- il y a eu trace au sol? Non, bah, ils n'ont pas été voir. D'accord. Alors, ils n'ont pas témoigné auprès de la gendarmerie, à ce que je sache. Il n'y a pas eu voilà, d'action de leur part. Ils ont préféré. Bah, ils ont mis ça dans un coin de leur mémoire et puis c'est ressorti quand on en a parlé. Genre 40 ans plus tard. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas. Ok. Voilà. Très intéressant. Oui, non, un cas très intéressant. On va Ok. passer. On va passer au cas suivant. Bon, c'est un cas de Seine-et-Marne, hein, de Comble-la-Ville. Donc, en plus, le témoin est en direct. Oui, le témoin est là. Oui. Euh, Donc, en fait, le témoin, il a vécu plusieurs observations. Mm. Donc là, vous avez son cas du 29 septembre 2012. Qui est une soucoupe. Oui, Alors là, pour le coup, c'est une soucoupe de petite taille, hein. Elle n'était pas extrêmement grande. Par contre, c'est la soucoupe classique, hein. Ça Oui. ressemble à une sorte de donut avec des lumières rouges en dessous. L'avantage, c'est qu'on a la vidéo. Alors, vous allez voir que là, c'est très, très, très important. Je crois que les gens ne se rendent pas du tout compte. Ils disent « Ah, mais comment ça se fait que tu n'as pas sorti ton téléphone et Oui. pourquoi tu n'as pas filmé ?» Ben là, le témoin, il a filmé. Et ce qu'il a vu, c'était très, très précis, c'était très net. Et pourtant, sur la vidéo, on ne voit pas grand-chose. Non, non. Mais je pense qu'il aura des choses à vous dire sur cette vidéo Oui. parce qu'il l'a fait analyser. Il a trouvé une société qui a pu analyser la vidéo et dire que cette vidéo est, un, authentique, deux, qu'il y a bien un objet. Et ça, c'est vraiment très important. Oui. C'est une petite soucoupe. Vous allez voir qu'il était dans sa voiture, il rentrait de son travail. Et il était comme il travaille tard le soir, il était 23h30. Et donc, il rentrait de son travail, il a pris une petite rue qui s'appelle ça se trouve à Comble-la-Ville, Oui. rue du Lieu-Saint. Et en passant devant l'école primaire de la Nouée, il est arrivé à environ 50 mètres de l'école, il voit une lumière rouge. Et au début, il a cru que c'était un avion. Voilà, c'est toujours comme ça, hein. La personne cherche à rationaliser, se dit « j'ai vu un avion ». Et puis, il précise qu'à cet instant, il a ressenti une sorte de lourdeur, un peu comme avant un orage, sans qu'il soit possible de faire le lien avec l'observation. C'est quelqu'un de très... vrai que c'est quelqu'un qui est très objectif, on va dire. Oui. Il ne cherche pas à avoir vu quelque chose. Il aimerait juste comprendre ce qu'il a vu. Trouver une explication. Voilà. L'objet était très lent. Il arrive il était presque en dessous. Et là, il s'aperçoit que ce n'est pas un avion, mais une petite soucoupe avec un trou au milieu. Oui. La forme, ça rappelle celle de l'Avrocar. Je ne sais pas si vous voyez cette espèce de soucoupe des années... L'Avrocar, c'est dans les années 60, non ? Années 60. Ouais. Ouais, voilà, c'est une tentative d'avion circulaire Oui, oui, c'est ça. qui n'a jamais marché. Oui. Non, qui n'a jamais marché. On trouve facilement sur le net des photos de l'Avrocar. Ouais. Et avec un trou bien visible au milieu. On voyait au travers, il n'y avait pas d'hélice au milieu, hein, il précise, Non. parce que ça aurait pu effectivement être un drone avec une hélice au milieu. La soucoupe qu'il observe, elle a environ 8 à 10 lumières bien rouges, un rouge bien rouge Ferrari, vous voyez, réparties tout autour de l'objet. Et l'objet lui-même est d'apparence métallique, couleur gris moyen. La forme est bien nette. Et donc à ce moment-là, le témoin a stoppé sa voiture, il décide de sortir pour faire une vidéo avec son téléphone. Et là, vous allez voir qu'en sortant, il a eu du mal à détacher sa ceinture de sécurité, Oui. il est resté un peu coincé. Vous allez voir la vidéo. Oui, Patrice, est-ce que tu veux mettre la vidéo ? C'est pas du tout aussi facile que ça en a l'air. Et Oui. qu'en plus, malheureusement, la vidéo rend pas ce que le témoin voit en réalité. Voilà, si tu peux montrer. Alors, c'est la numéro 2, donc. Celle de 2012, ouais. 2012, oui. Celle de 2012. D'accord. Oui. Alors, partagez Là, vous allez vous l'écran. rendre compte.
Voilà, là. Et Voilà. Là c'est très bien. C'est bon, c'est bien. Ah, c'est bon, Il Patrice. n'y a pas le son, mais on va bien Bon. voir, on va bien comprendre ce qui se passe. désolé pour le son. Moi, Non, mais c'est pas grave. On va essayer de commenter. Donc Donc là, il commence à voir, donc on le voit un petit peu à travers le pare-brise. Donc là, il essaye de sortir de sa voiture. Et là, on voit que c'est compliqué. Hein. Parce que dans l'émotion, il n'avait pas détaché sa ceinture. Et là, donc, voilà, on voit l'objet. Il est en train de le filmer. Vous voyez qu'on voit que c'est rouge quand même. oui, Hein. oui. On voit que c'est rouge. Vous voyez, il est au milieu de l'écran. C'est tout petit. D'ailleurs, il a dit lui-même que c'était pas très grand, hein, déjà à la base, quand il le voyait. On voit que c'est rouge. Voilà. Et là, il essaye de cadrer un peu plus. qu'est-ce que c'est l'autre point lumineux qui est en dessous? En dessous, ça doit être le tableau de bord ou quelque chose. Oui, C'est c'est le tableau pas, de bord, ça. le point lumineux en dessous, c'est Non. pas l'objet. L'objet, c'est la petite chose rouge que vous voyez en haut là. Voilà, là on la Oui, voit, la là, petite chose voilà, rouge. on est dessus, là. Voilà. Là, vous pouvez Le tout l'observer, petit là. point là, vous Le petit voyez. point que vous voyez à Voilà. l'écran, là. Donc c'est là où on dit aux gens quand ils nous disent ouais mais il faut filmer machin. Oui bah regardez, voilà ce que ça donne quand on filme. Donc c'est pas toujours aussi évident qu'on croit. Là on le voit bien, le petit point. Voilà. Le témoin nous dit qu'il y avait des lampadaires dans la rue. Voilà. Voilà, enfin, on est en train de le regarder en boucle, là. Ok. Oui. Voilà. Bon, on va pouvoir l'arrêter. Oui. Moi, je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien que c'est difficile. C'est très difficile de faire une bonne vidéo, même quand ce qu'on a vu était très net et très identifiable. On en parlait tout à l'heure, c'est quand vous faites une photo de la Lune, même si vous voyez la Lune bien énorme et que vous voyez les cratères et tout, vous voulez prendre la photo, vous allez voir que le résultat n'est pas du tout le même. Non, vous n'aurez pas le même résultat. Voilà, vous verrez juste un petit point. Bah là, c'est exactement ça. Voilà. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Et non, ce qu'il faut savoir, c'est que le témoin, il a fait d'autres observations. Et il a fait d'autres observations aussi avec d'autres personnes. Hein. Voilà. Donc avec, là, voilà. Vas-y, Bruno. Donc là, en fait, ça fait partie de la vidéo. Donc, en fait, le témoin nous a fait des agrandissements de la vidéo. Donc là, vous pouvez apercevoir à peu près, hein, parce que c'est pas l'image n'est pas très nette. Hein. Alors, heureusement, il a pu faire des agrandissements. Et vous allez voir, quand vous allez voir la vidéo, que c'est difficile aussi de voir quelque chose. Il faut vraiment retravailler, grossir, pour pouvoir voir. Alors, ce qu'il a vu, en fait, ça avait la forme d'un octaèdre vert fluo. Donc, vous voyez la petite forme sur le côté gauche. Oui. Voilà, j'ai voulu schématiser pour que vous compreniez, puisqu'il me disait c'est en forme de parfait de losange, en fait, de losange, mais en relief, en volume. Voilà, donc, et c'était vert fluo entouré d'une sorte de plasma, ce que vous voyez autour. Et il y avait, et là on le voit bien, il y avait une sorte de petite chose rouge qui tournait autour. Une sorte de petite boule rouge. Et là, vous la voyez. On voit, par exemple, sur la photo de gauche. La toute première, vous apercevez. La toute petite, en haut à gauche. Vous voyez le petit point rouge. Oui, là, vous voyez la masse rouge. Là. Quand c'est grossi, là, vous la voyez aussi en bas. Oui. Là, sur la deuxième photo, à partir de la gauche. Et après, vous avez donc deux autres photos qui essayent de montrer un peu la forme qui se trouvait à l'intérieur de cette boule de plasma. Voilà. Donc, là, c'est vraiment très, très, très curieux. Il a lui-même, il y avait d'autres témoins, parce qu'il était à son travail. Il n'était pas tout seul. C'était la pause, donc il était tard, puisqu'il travaille le soir. Oui. Donc, il était sorti faire sa pause avec ses collègues. Il était en pause. Et donc, ils ont aperçu à plusieurs. Donc, dans la vidéo, vous n'allez pas entendre, parce qu'il n'y a pas le son. Mais on entend les gens qui disent « Oh, regarde !» Et il y en a un qui dit c'est un drone. Non, c'est pas un drone. Voilà. Donc, on va essayer de passer la vidéo si ça vous ennuie pas. Oui, si tu peux, Patrice. Pendant que Patrice fait son travail de lancer la vidéo, c'est qu'il n'y a pas loin de là une très grosse antenne de communication de la marine. Et on s'est dit que, comme par hasard, il y a toujours un petit côté militaire autour des hotspots d'observation. Attention, c'est parti. Oui, merci Patrice. Donc là, vous pouvez... Là, donc, ils commencent à voir l'objet. Oui. L'objet arrive vers eux, en fait.
Et donc là, il essaye de l'avoir dans son scope, dans son téléphone. Et on va voir qu'à un moment après, il va changer de direction. Voilà. Et donc, vous voyez, alors là, ça bouge, c'est parce qu'en fait, il bouge. Hein, c'est pas Oui, l'objet qui fait, non, c'est pas non. l'objet qui fait des mouvements. Hein. L'objet, il allait en ligne droite, en fait. Hein. Et à un moment donné, il va changer de direction. Voilà, vous allez vous apercevoir. Là. Voilà. Hop. Ah, c'est très rapide. Ouais. Et il va partir derrière le bâtiment. Là, on voit pas très très Non, bien. non, non, on ne peut pas se rendre compte là. Ouais, c'est difficile à Oui, l'écran. c'est pas évident là. Mais il va vous en parler parce qu'il était là. Oui, il est là, il vous en parlera. Voilà. Et vous voyez, donc c'est compliqué parce que le témoin, lui, voit quelque chose. Mm. Et l'iPhone, lui, il voit un tout petit point. De rien du tout. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Donc là, hop, voilà. Là, Mais Ah. c'était quoi? Ah, on entend le son. Là. Tu l'as eu, ma gueule? ah, là, on a le T'as son. eu, c'est quoi ce truc? Moi aussi, je l'ai. Ta gueule, tu l'as dans la boîte. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Regarde, il est là, hein? Regarde ça, mon gars. C'était quoi? Sérieux, tu as vu la forme, quoi? Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. OK. Stop. Oui. Arrêtez le partage. Écran. Donc vidéo très rapide. Bon, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte là. Mais, Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions aussi. Hein. Ça a été ouais, filmé il y a comme beaucoup ça. d'émotions. Il était en Mais- contact avec des collègues de travail. Donc, C'est un truc de fou, quoi, parce oui, qu'en fait, on sait que le témoin a vu de ses yeux quelque chose qui avait une forme. Et malheureusement, l'iPhone, que ce soit même le meilleur téléphone du monde, ça rend pas suffisamment bien, quoi. Bon, peut-être que dans l'avenir, les téléphones feront des progrès et qu'on pourra. Moi, je me suis renseignée pour savoir ce qu'il fallait comme matériel pour filmer ce genre de choses. Et l'appareil qui filme ça, la caméra qui filme ça, elle coûte 2000 euros. oui. Si on veut photographier ou filmer un avion, par exemple, qui passe dans le ciel nocturne ou un objet qui passe dans le ciel nocturne, ça coûte extrêmement cher. Les caméras qui sont capables de faire ça, c'est 2000 euros et il faut savoir s'en servir. Oui, Donc on ne il faut peut un pas les très bon dégainer équipement, comme oui, ça tout à fait. au pied levé. On est déjà bien content d'avoir des vidéos. Donc voilà. On Donc, va, donc ça, c'était le cas de Selma, un des voilà, nombreux cas. on en a Ah, fini avec. excusez-moi. Voilà. Donc Voilà. maintenant, on passe aux géants, les cas à part, on va dire, qu'on a enquêté, et les cas marquants, parce que ce cas-là, c'est vraiment un cas marquant. C'est monstrueux. Ouais, Il correspond à rien de connu, on se croirait dans un récit de Jules Verne. Donc ça se déroule en 1975 dans l'Aude, parce qu'on a été faire une visite dans l'Aude lors d'une conférence qu'on avait menée là-bas. Et on a rencontré ce fameux témoin qui a fait une observation exceptionnelle. Donc Anne, tu peux en parler un petit peu? Oui, alors le monsieur habitait dans un petit village qui s'appelle Donc là, Campagne-les-Bains. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le dessin de gauche, c'est le dessin du témoin, et le dessin de droite, c'est celui que j'ai essayé de reconstituer, en fait. Voilà, par rapport à l'avis du témoin. Donc là, vas-y, Anne, je te laisse. Donc il était sorti, c'était en soirée, hein, il était sorti pour un besoin pressant, parce qu'à l'époque, ben voilà, il était allé dans le jardin. Il avait 16 ans à l'époque, c'était ou 17 ans. 17 ans. C'était un jeune, hein, vraiment. Donc, il sort pour faire son petit besoin pressant. Et qu'est-ce qu'il voit arriver au-dessus de lui? Donc, venant par la vallée, hein, vous voyez que il arrivait du nord-est vers le sud-ouest, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, il voit arriver quelque chose d'énorme qui se déplace très lentement. Ça avait la forme l'avant avait la forme un peu d'un TGV, vous voyez. Oui, Mais l'apparence globale, c'était plutôt celle d'un sous-marin comme le Nautilus. oui, ça faisait très Jules Verne. Très Jules Verne, avec des tôles rouillées, des gros rivets, des rivets énormes. Ce que vous voyez, les petits points là, c'est des rivets. En fait, les tôles étaient fixées par des rivets énormes qui faisaient la taille d'une roue de voiture. Donc imaginez,
L'engin faisait 300 mètres de long Sur 40 de hauteur. sur 40 de hauteur. Il a vu arriver, ça volait très bas, tellement bas qu'il aurait presque pu, il avait, comme c'était un gamin, hein, il avait sa catapulte, il disait, mais j'aurais quasiment pu j'avais eu l'envie de prendre une pierre et tirer avec ma catapulte, je suis sûre que j'aurais pu le toucher. Alors, l'envie d'un jeune garçon, il avait envie de jeter cette pierre, hein. Mais il l'a pas fait, Il parce l'a qu'il pas a eu fait. peur. Et il a eu aussi cette sensation d'être observé. Et alors, le truc allait très lentement. Oui. Du coup, il a eu le temps de prévenir ses parents, donc complètement affolé, il va voir ses parents, et les parents sortent et voient le truc qui est en train de passer au-dessus de la maison. Et là, les parents ont eu tellement peur qu'ils sont rentrés dans la maison, ils se sont enfermés, ils ont enfermé leur fils dehors. Ils ont oublié leur fils. Le fils était resté dehors. Donc complètement paniqué. Et il a observé donc l'objet et a continué son chemin au-dessus du village, donc en ligne droite le long de la vallée. Puis, arrivé après le village, et donc l'arrière de l'objet était encore au-dessus de la maison, que l'avant de l'objet était déjà au-dessus du village. Donc, imaginez la taille de l'engin. Oui. Et ce qu'il faut préciser aussi avec cet engin-là, c'est qu'il faisait un bruit, cet Alors oui, engin-là. quand l'engin est arrivé juste au-dessus du témoin, donc la partie centrale de l'engin est passée au-dessus du témoin, il a entendu un espèce de bruit de rotor très puissant. Oui, ça faisait poum, poum, comme ça. Ouais, exactement. Comme s'il y avait eu un moteur très puissant, une espèce de quelque chose de. Mais alors, ça faisait pas un gros bruit, c'était juste poum, Oui. poum. On dirait les moteurs diesel géants qu'on a dans les bateaux ou dans certaines stations. C'est ça. C'était très impressionnant, dit-il. Et donc, ça a continué son chemin très lentement. Et quand il est arrivé au bout de la vallée, vous voyez que la vallée s'incurve. Et ça va vers les Pyrénées après. Donc, la vallée s'incurve et l'engin s'est mis, vous voyez la flèche jaune, l'engin s'est mis à tourner, mais par à coup. C'est-à-dire, il tournait lentement, paf, un à coup, tout lentement, par à coup, s'est mis à tourner. C'est très curieux parce que il n'a pas tourné de façon uniforme, circulaire, c'était par à coup. Ouais. Et ensuite, il s'est perdu dans la vallée, puisque bon, bah, après, il s'est perdu visuellement, il a perdu de vue. Après, dans ce les qu'il montagnes. faut savoir, c'est que dans les annales de l'ufologie, des types comme ça, c'est plutôt très rarissime. Moi, je suis passionné d'ufologie depuis l'enfance. J'ai rarement vu des cas comme ça. Ça fait penser aux airships Oui. du début du siècle. C'est un peu. C'est une uchronie, ça. Oui, ce cas est vraiment à part, hein. C'est de la science-fiction, d'un autre temps. Là, Ouais, c'est du steampunk, ça. c'est ça, steampunk, c'est tout à fait. steampunk. Jules Verne, On tout à est fait. complètement dans le steampunk. C'est complètement dingue, Oui. ce truc. Oui. Et il a été très marqué. Vraiment, c'est un témoin d'une sincérité qui ne peut pas être mise en doute. Alors, quand il a fait son service militaire l'année suivante, il a été affecté sur un porte-avions. Et quand il est arrivé au moment de monter dans le porte-avions, qu'il a vu le porte-avions, il s'est dit, mais ça a la taille de ce que j'ai vu. C'est comme ça qu'il a réussi à appréhender la taille de ce qu'il avait vu. C'est pour ça qu'on vous dit un ovni la taille d'un porte-avions. Il a pu apporter une dimension en fait par rapport à ce qu'il avait vu. Et c'est vrai que pour lui, ça correspondait. Alors, c'est quand même curieux qu'il soit affecté un an plus tard sur un porte-avions et que ce qu'il a vu, ça faisait un bruit de diesel. On se dit qu'il y a toujours une espèce de lien entre le témoin et son observation. Alors Jonathan le pose la question, y a-t-il d'autres témoins? Oui, il y a eu d'autres témoins. Oui, il y a eu d'autres témoins. Et d'abord, il y a eu les parents. Mais surtout, il a entendu plus tard, mais beaucoup plus tard, que quelqu'un avait vu le même genre de truc, la même genre d'observation au même moment. Mais c'était beaucoup plus tard et la personne n'a pas voulu témoigner. Du coup, on n'a pas eu d'autres témoins. Non. Mais je suis persuadée qu'il y en a. On appelle les témoins s'il y en a. Je suis persuadée qu'il y a dû y en avoir d'autres. Tout à fait. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde a le nez sur son portable, mais à cette époque-là, c'était au mois de juillet en plus. Les gens vivaient un peu dehors, ils vivaient un peu dehors dans cette région. Donc, c'était le jour, la nuit? C'était le début de nuit. Alors, attends, je vais te dire très précisément. Hop.
Alors, je vais te dire l'heure précise. On a tout noté. C'était à 21h30. Ouais, Ah, il fait exact. encore jour à en juillet. Oui, 21h30. Ouais, c'était le début de nuit ou fin de journée. Il faisait pas complètement nuit, hein. Les, ah, les plaques, les tôles, parce que c'était en fait, l'objet était un assemblage de tôles rectangulaires de très grande taille, ce que montre le dessin de Bah, ce que Bruno. vous pouvez voir là, mon dessin que j'ai reconstitué, mais là vous avez le dessin du témoin, et là vous avez les fameuses tôles là. Vous voyez Alors l'avant imaginez, chaque tôle faisait environ 10 à 12 mètres de long, Oui. 2,50 m à 3 mètres de largeur, et elles étaient maintenues par des rivets de la taille d'une roue de voiture. C'est assez énorme quand même. C'est n'importe quoi d'un point de vue mécanique, c'est extraordinaire. C'est Ah, mais vraiment, c'est incompréhensible. Oui, oui, oui. c'est un truc de fou. Donc j'ai eu une question là, il y a quelqu'un qui a cité qu'il y avait des cas, il y avait eu des cas comme ça. C'est très intéressant ça. Ah oui. Ouais, En c'est quelqu'un. Anjou, nous avons un Il y a eu témoin un qui a vu. commentaire comme quoi Ouais, il y avait un cas similaire qui correspondait. ouais, je vois ça. L'objet était bas, hein, puisque après, quand il a tourné, il a vu qu'il était plus bas que les. On voyait qu'il était plus bas que les sommets qui étaient visibles, qui étaient déjà un peu dans l'ombre, hein, c'était en fin de journée. Et donc, quand il a tourné, sa silhouette s'est confondue sur le fond des montagnes et donc il l'a perdu de vue comme ça. Si on relativise le truc, on pense rapidement, je lis une observation, on pense rapidement à un dirigeable bien de chez nous. Certes, c'est polyèdre, hein. Merci polyèdre. Certes, ça ressemble à quelqu'un. D'ailleurs, Anne, tu as parlé d'Airship de la Ouais. fin du 19e siècle, mais des dirigeables bien de chez nous, ben, il n'y en a pas en Europe à cette époque-là, il n'y en a plus. Des dirigeables de 300 mètres de long, 300 mètres de long en avec des 75. tours et des gros Ouais. rivets, je connais Alors, pas trop. imaginons que les rivets ne soient pas des rivets, mais qu'il y ait une méprise, que les tôles ne soient pas des tôles, que ce soit un motif, mais malgré tout, un dirigeable de 300 mètres de long, ou même de 200 mètres, il n'y en a pas en Europe à cette époque-là. Enfin, je me trompe peut-être, mais pour moi, l'époque des dirigeables géants, c'est fini depuis longtemps, hein. C'est là où... Ouais, et puis il est Mhm. très très bas, hein, quand même, donc c'est assez dangereux. Enfin, je ne pense pas que la réglementation aérienne permettrait à un dirigeable de voler à moins de 30 mètres de hauteur. Enfin, ça me paraît assez dangereux. D'ailleurs, ça a un côté assez mystérieux parce que comment un tel engin Mais pouvait voler à une surtout dans ce altitude coin-là, aussi en faible. plus, ça va être Où une- c'est montagneux quand même, il y a Ah, un complètement, relief, c'est dommage, Alors, hein, c'est... il y a comme des vous, vents, il y a du vent, il y a la tramontane qui ouais. peut bousculer un dirigeable très facilement. Et comme vous pouvez voir, ça suivait le cours d'une vallée. Il y a une certaine logique dans le déplacement quand même, hein. On est sur un objet qui traverse une vallée, qui suit le cours d'une vallée et qui continue à le suivre puisqu'en fait il a tourné en suivant le cours de la vallée. Donc il y a une logique, mais c'est pas une logique de navigation aérienne classique. Ce serait strictement interdit, ça, je pense, hein. Il aurait été vite repéré et certainement enfin, arrêté. Ou, enfin, Et ce qui est marrant avec le témoin, c'est qu'il a pensé à un engin russe. oui, au début, il Oui, pensait que c'était oui, peut-être c'est peut-être les Russes. Enfin voilà, les gens essayent toujours de rationaliser tout ce à qu'ils fait. voient, hein. Voilà, donc nous avons fini le tour des engins, on va dire des engins qui ont une forme. Oui. Et là, on va arriver À les inclassables. dans des cas où mes amis... Les inclassables. Alors, on a deux cas à vous Bon, raconter. Alors, le premier, c'était en 2020. On a une connaissance qui est un très, très sympathique journaliste de France 3 Picardie. On a fait sa connaissance à l'occasion du cas de Pierre Dauchin. Et en 2020, à l'été 2020, il nous a contactés parce qu'il y a eu des observations d'OVNI au-dessus d'Amiens, plusieurs observations début août. Et un des témoins, parce qu'aucun des témoins qui ont fait toutes ces observations n'a accepté de nous rencontrer à l'exception d'un seul.
Vous voyez que ce n'est pas toujours si simple de réussir à enquêter. Et nous avons été donc rencontrer ce témoin qui se trouvait dans un petit village dans la région d'Amiens. Donc on arrive au petit village. Bon, déjà, il n'a pas voulu nous recevoir chez lui parce que par rapport à sa famille, il ne voulait pas trop se faire remarquer par rapport à cette observation. Donc il nous a reçus au milieu un peu au milieu de nulle part. La place au milieu du village, en fait. Voilà, sur la place du village. Bon, c'était pas tellement plus discret malheureusement, mais bon, voilà, c'était son choix. Et il nous a décrit un objet qui a une forme tout à fait improbable. Ce que vous voyez, c'est le croquis du témoin. Oui, c'est ce qu'il a réalisé là. Donc un objet avec une forme plus arrondie à l'arrière et plus effilée à l'avant, visiblement. Donc la partie gauche, c'est la partie avant, qui ressemblait, alors pour lui, ça aurait pu être peut-être un cockpit. Il y avait des sortes de hublots répartis, donc les petits ronds que vous voyez sont des sortes de hublots. Et l'objet, donc c'était, ils étaient en train de regarder les étoiles filantes avec ses enfants, parce que c'était début août, c'était l'époque des Perséides. Donc en fait, ils étaient sortis dans le jardin pour regarder les étoiles filantes avec ses enfants. Et quand ils ont aperçu cette chose, alors en même temps, il n'a pas eu peur, mais il a quand même dit à ses enfants de rentrer à la maison. C'est quand même curieux, c'est assez étonnant. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'objet faisait des 8. En fait, il faisait comme s'il était en train de rechercher quelque chose. Alors, l'objet, il avait une taille assez importante. C'est ça qui a frappé le témoin, puisque la distance était estimée à moins de 1000 mètres, environ 1000 mètres maximum. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec cette observation, c'est qu'il y a eu d'autres témoins. Mais on ne sait pas si c'est la même chose. Oui. Le problème, c'est qu'il y a eu plein d'observations. Ça s'est déroulé à la même période. Et qu'on n'arrive pas à savoir si c'est le même objet. Alors, déjà, donc c'était proche, c'était de très grande taille. Il disait que ça fait plusieurs fois la taille de la Lune. Donc plusieurs fois la taille de la Lune, la taille apparente de la Lune, c'est quand même assez gros. En plus, bon, il avait quand même servi dans l'armée de l'air, il connaît bien les aéronefs. Il certifie que c'était ni un avion, ni un hélicoptère, ni un drone. L'objet était blanc et lumineux, comme éclairé de l'intérieur. Et il présentait donc plusieurs hublots, enfin des ouvertures ou des hublots, sans qu'il soit possible de dire exactement ce que c'était. Est-ce que c'était des ouvertures ou des hublots ou quoi? Il n'est pas trop capable de dire ce que c'était. Question, ces hublots étaient plus lumineux ou moins lumineux que la partie éclairée de l'intérieur? L'objet était globalement lumineux, blanc et lumineux. Donc les ouvertures et les hublots, alors, il ne nous a pas précisé ce point, c'est effectivement important, il faudrait qu'on lui pose la question. Oui. Parce que j'ai vu quelque chose de très troublant pendant quelques minutes. C'était en fait la patrouille de France que je voyais de l'arrière, qui était en formation rigoureuse, et je voyais les tuyères, ça faisait un hexagone, et c'était très, très impressionnant. Et on voyait vaguement les avions devant. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et j'ai fini par comprendre que ça pouvait être la patrouille de France. Et je me suis renseigné si c'était la patrouille de France. Mais bon, c'est juste pour dire que des fois, il y a des confusions possibles. Alors, l'objet a effectué quand même pendant 30 minutes des mouvements rotatifs horizontaux en hélice, c'est-à-dire que l'objet parcourait des 8, un peu comme s'il cherchait quelque chose. Ouais. Et entre chaque phase de ces recherches, l'objet se déplaçait à très grande vitesse vers un nouveau point de prospection. Donc, vous avez l'objet qui fait un 8 comme ça. Et à un moment donné, il a fini de chercher à cet endroit-là. Il se déplace à grande vitesse et il recommence à chercher. Donc, il y avait un éclairage. Alors, il faisait de la prospection un peu comme s'il fouillait la région de site en site. Les mouvements de déplacement donc, entre chaque phase étaient extrêmement rapides, estimés supérieurs à la vitesse normale d'un avion. Il se déplaçait sans aucun bruit, malgré la faible distance et l'altitude peu élevée. Et ça a duré quand même 30 minutes. Voilà, donc l'angle est assez faible par rapport à l'horizon, il était inférieur à 45 degrés, donc entre 35 et 40 degrés par rapport à l'horizon, donc assez bas. Et ça s'est passé 2 jours d'affilée. Oui. Et ça s'est reproduit le lendemain. Et alors, ce qui a vraiment frappé le témoin, c'est qu'il avait son téléphone à la main et qu'à aucun moment, il a pensé
à le filmer pendant ces 2 jours. Et ça l'a profondément perturbé après. Il s'est dit, mais comment j'ai fait pour ne pas filmer? Ça l'a profondément perturbé. Il était très perplexe. Il dit qu'il a eu l'impression que sa volonté avait été un peu inhibée par le phénomène. Alors, il n'a pas senti de stress pendant l'observation, il était assez serein, mais il a quand même engagé ses enfants à rentrer à la maison. Comme quoi, c'est quand même très très bizarre. Voilà, donc c'est un cas qu'on qualifie d'inclassable. Oui. D'abord, on manque un peu d'informations sur le cas. Il y a eu beaucoup d'informations et beaucoup d'observations. Alors, il y a eu par exemple dans le journal L'Union du 10 août 2020, donc là on est sur la même période, 2 témoignages enregistrés le 3 août entre 23h et minuit, près de Sénarpont, à 60 km au sud de notre observation. 2 agriculteurs qui faisaient les foins dans un champ ont aperçu des lumières étranges dans le ciel qu'ils ont comparées à une tour de contrôle d'aéroport. Oui. L'apparition se situait au-dessus des bois de Boireau, sans qu'ils puissent préciser la distance. L'objet se rapprochant, les 2 hommes ont pris peur, ont éteint les feux de leur machine. Ils étaient sur leur tracteur, en train de faire les foins. Ou les récoltes, je ne sais pas. Lorsque l'un d'eux a voulu prendre une photo, les feux du tracteur se sont brusquement... Alors, ils avaient éteint les feux de leur tracteur parce qu'ils avaient peur. Donc, un des 2 a voulu prendre une photo et à ce moment-là, les feux du tracteur se sont brusquement rallumés, faisant presque fuir l'OVNI. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression que le fait que les feux se soient rallumés fait partir l'objet. Voilà. Et il y a il y a eu d'autres observations. Voilà. Donc, il y a eu différents articles sur ces observations. Donc à savoir, vous avez pas mal de références. Vous avez l'Union, le Courrier Picard, La Voix du Nord, CNews, Chasseurs d'infos. Voilà. Donc tout ça, ça s'est déroulé en 2020. Le 10 et 11 août 2020. Oui. Voilà. Et le monsieur, donc là, il y a eu un témoignage le 3 août. Et vous avez eu aussi les 2 ou 3. Le monsieur, c'était le 2 et 3 août. Vous voyez, c'est vraiment la même nuit. Voilà. Donc, voilà, c'est un cas assez consistant parce qu'il n'était pas tout seul, mais on n'est pas capable d'en dire grand-chose. Non. Et un autre inclassable. Alors, ça c'est le cas de Monsieur D. Donc, c'est en août 77. Monsieur D est en vacances avec sa femme et sa fille en Espagne, à Dénia, dans une maison au bord de la plage, sur une belle plage de la région d'Aquilante. Dans cette zone, le côté est orienté nord-ouest et sud-ouest, vers la mer, plutôt vers le devant et les terres au couchant. Dans cette figuration, le soleil touchant illumine la mer, un soir en fin d'après-midi. Alors que le soleil descendait, Monsieur D décida d'aller se promener seul sur la plage. C'est qu'alors il observa au-dessus de la mer, sur sa gauche, une grosse boule immobile dans le ciel. Il pensa tout d'abord avoir affaire à un ballon sonde. Visuellement, la boule était beaucoup plus grosse que la Lune, qui d'ailleurs, à cette heure, n'était pas encore levée. Néanmoins, un peu dans le doute, penchant qu'il pouvait s'agir d'extraterrestres, il tenta d'entrer en contact avec l'objet par la pensée. Alors, il fermait les yeux pour se concentrer. Les images paisibles des prairies et des jardins, des styles de jardins anglais avec beaucoup de verdure, se formèrent dans son esprit, toutefois sans qu'il puisse garantir que ce n'était pas son imagination. La boule de couleur bleu foncé avait un vif éclat métallique. Elle n'était pas lumineuse en elle-même, mais elle brillait très fortement sous la lumière du soleil, touchant en éclairant à peine. Puis, après une dizaine de minutes, la boule est partie vers le ciel, vers le haut et à toute vitesse, ce qui montrait bien que ce ne pouvait être un ballon sonde. Il était diminué, puis ce fut fini. Là, on est sur un... Donc, voilà, donc là, vous êtes vraiment un cas à part. On est un monsieur qui est en vacances, qui décide d'aller en fait faire une petite balade sur la plage en soirée, et il va apercevoir une boule bleue métallique, oui. Alors qui n'est pas lumineuse par elle-même, mais qui est fortement éclairée par le soleil, et donc d'un bleu très vif. Et donc il est fasciné,
Et alors là, c'est pour ça qu'on l'a gardé en dernier, ce cas. Il est vraiment à part il est parce vraiment à part. que... Parce que monsieur, là, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Ben, au cas où ça serait des extraterrestres, je vais quand même essayer de les rentrer en contacter. contact, oui. Et donc là, il ferme les yeux et puis il voit des trucs. Alors, il reconnaît lui-même que ce qu'il a vu, c'est peut-être son imagination. Oui. Et je crois que ça pouvait très bien être son imagination. Mais quand même, la boule, d'abord, la boule est beaucoup plus grosse que la Lune. Elle est d'un bleu très vif. Et puis, à un moment donné, elle s'envole, elle disparaît à une vitesse fulgurante. Donc, bon, ballon sonde, c'est quand même pas tout à fait ça. Et il s'est passé des choses après. Il s'est passé des choses très curieuses. Et c'est ça qui est après. très intéressant, c'est l'après, justement. Donc, il rentre chez lui, et puis il n'aurait plus pensé, il aurait oublié. Mais il a passé une nuit très, très agitée. Et pendant cette nuit, alors qu'il dormait dans le salon, puisque c'était un lieu de vacances, hein, donc il dormait pas, enfin, voilà, c'est un petit truc de vacances, donc il dormait dans le salon. Et il a senti des présences un peu partout autour de lui, sans parvenir à se réveiller. Un peu comme une sorte de paralysie du sommeil. Il sentait qu'il y avait du monde autour de lui, mais il ne pouvait pas bouger. Et au réveil, alors on l'a gardé pour la fin parce que c'est vraiment poétique. Oui. En fait, quand il s'est réveillé, en plein milieu du salon, pendait du plafond. Je ne sais pas si vous connaissez les fils de la Vierge. Un fil de la Vierge en forme de parfaite clé de sol. Alors, imaginez, c'est quand même pas très courant. Vous voyez, on vous a fait le dessin sur le PowerPoint d'une clé de sol. Un fil de la Vierge qui reproduit une parfaite clé de sol, c'est quand même assez compliqué. Donc, il était c'était assez curieux. Et sa compagne, qui était très matérialiste, elle a tout simplement balayé le fil. Ouais, bon, toile d'araignée, voilà. Donc, elle l'a balayé et puis on n'en parlait plus. Mais c'est bien dommage parce que ça devait être très joli. Mais bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec Monsieur D, c'est que Monsieur D a eu des facultés après son observation. Oui, il a développé des trucs, des facultés psychiques. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait les morts. Hein. Il était capable de voir des fantômes. Hein. C'est ça, hein? Tout à fait. Et puis, il a développé des dons de guérison. Il était capable de guérir les animaux, de prévoir des choses. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah oui, il s'est dit, en fait, il a développé une théorie. Parce que, en fait, c'était en 1977. Et c'était juste quelques mois avant la sortie du film de Spielberg, Rencontre du troisième type. Or, qu'est-ce qui se passe dans le film de Spielberg? C'est un film qui est basé sur le son, sur la musique. Donc, il s'est dit que peut-être il y avait un lien entre cette extraordinaire clé de sol et une sorte de message qui disait oui, il y a peut-être quelque chose à chercher du côté du son, de la musique. Voilà. Eh bien. Voilà, mais ça c'était notre petite cerise sur le gâteau. Oui, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur D est un témoin très fiable, qui a une profession très bien connue dans un domaine très précis. Il n'a pas voulu que je le précise, bon, ça je le garde, mais c'est quelqu'un que je connais depuis longue date et qui nous a avoué, à moi et à Anne, son observation. Il n'y avait jamais témoigné? Non, c'était une première. Voilà. Donc là, on s'éloigne du côté scientifique, oui. On est plus dans le rêve. Là, on est plus dans la part de rêve, là, tout à fait. Dans la part de rêve, oui. Et un petit clin d'œil à notre ami Raoul. Merci Raoul. Pour sa caricature.